Je vous propose, merci, tout de suite d'accueillir notre intervenant Yves de Montbron. Et là, attention, c'est quand même le secrétaire de la Ligue des optimistes de France. Donc si avec ça on n'est pas reboosté, Yves de Montbron, je vous propose de l'accueillir. Bonjour Yves. Bonjour. Alors pendant que Yves s'installe, donc effectivement il est le secrétaire de la Ligue des optimistes de France, je vous invite à aller sur Internet, il y a des conférences, des présentations qui sont là très régulièrement sur Facebook. Yves de Montbron, tout aussi sérieusement, est aussi consultant en management, vous êtes chargé de cours à l'ESCP Europe. Et il m'a dit, écoutez Nathalie, avant de commencer, alors il y a plusieurs choses. Vous allez, dans votre sac, vous avez un petit papier qui se présente sous cette forme, que je vous invite à sortir du sac et qu'on vous demandera de remplir. Tout à Mais fait. ce que je vous propose, alors sortez-le tranquillement, Voilà. un crayon, un stylo. Ah, normalement pas plus, il n'y a pas besoin de crayon de couleur. Non, juste un stylo. Bon, d'accord. Et avant de... Voilà, vous sortez ça tranquillement et je vous propose d'écouter ce que vous nous dites, vous, de votre engagement, de votre fierté et de l'intérêt du réseau. On vous écoute. Pourquoi vous êtes-vous engagé ? Bonjour à tous. Alors pourquoi avoir rejoint ce grand monde des OGEC ? Au départ par curiosité, parce qu'on m'avait vendu 4 réunions par an, pas trop de contraintes, j'ai dit pourquoi pas, on y va. Être engagé dans le réseau OGEC, c'est redonner à l'enseignement catholique ce que j'ai reçu. C'est aussi répondre à la promesse née en 84 de défendre toujours l'enseignement libre. Je suis venu aux OGEC d'abord par amitié, pour répondre à l'appel d'un ami engagé. Et depuis, j'y suis par conviction, car me permet de contribuer à un projet porteur de valeur à destination de la jeunesse. À la fin de mon mandat de présidente appel, le président UDOGEC de l'époque est venu me chercher en disant que ce serait bien que je poursuive mon bénévolat et le bénévolat dans le monde des OGEC. Par conviction. À la veille de ma retraite, un ami m'a parlé des OGEC, un monde que je ne connaissais absolument pas. Il m'a alors indiqué que mon parcours professionnel pourrait faire beaucoup de bien. Je me suis engagé dans le réseau des OGEC parce qu'un chef d'établissement et un OGEC me l'ont demandé, en mettant en avant, premièrement, le fait qu'ils me reconnaissaient des compétences qui correspondaient à celles qu'ils recherchaient pour leur établissement. Héritage paternel, fort. Renouvellement des promesses du baptême, comment s'engager ? Éducation par les périodistes à Saint-Martin. Messieurs, il n'y a pas que le bac dans la vie. Ce que j'aime dans l'enseignement catholique, c'est que c'est délicieusement compliqué. Qu'est-ce qui vous rend fier ? C'est aussi un engagement pour répondre à ma mission de catholique. Être au service des autres, à la lumière de l'Évangile, dans la joie, l'humilité et la convivialité. Pour mon compte personnel, c'est d'avoir participé à la construction d'une école en tant que président d'OGEC. Une œuvre qui est au service des enfants, des familles et de l'Église, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Grâce aux différentes missions de secrétariat que j'effectue, j'ai appris à mieux maîtriser des outils comme Word, Excel et PowerPoint. Désormais, ce sont mes enfants qui me demandent de l'aide pour la création de leurs présentations. Donc finalement, je pense que j'ai atteint le niveau pour faire une VAE. Être engagé dans le réseau des OGEC m'apporte principalement 3 choses. C'est d'abord l'opportunité d'un service en Église. J'y trouve un sens profond et réel. Et enfin, je découvre l'univers scolaire et c'est l'opportunité d'apprendre au contact des chefs d'établissement, des équipes. Je retrouve la notion de service au public. Servir tout simplement l'intérêt général ou une grande cause. D'autant plus que les défis en Guyane sont colossaux. La question qui est posée est de savoir si le bénévolat est positif ou joyeux ou pesant. Il me semble que ce n'est jamais intrinsèque à une organisation, y compris l'enseignement catholique. C'est à chacun qu'il appartient d'œuvrer pour que les choses soient joyeuses et non pesantes. Ensuite, comme vous, je suis devenue présidente. Et du coup, c'était un peu plus de 4 réunions. Et surtout des appels téléphoniques à des heures un peu indues, comme pour des fuites d'eau ou des toilettes cassées. Je crois que tout le monde sait de quoi je parle.
Depuis quelques années, le réseau des OGEC s'est engagé dans une dynamique de renouveau, de modernité, avec la force d'un réseau, fort utile dans la société actuelle. Pour exemple, forte de cette première expérience en vidéo, je vais me lancer sur TikTok à coup sûr. C'était il y a presque 20 ans et le président d'OGEC de l'établissement dans lequel j'étais présidente d'appel s'est retrouvé muté professionnellement, donc a dû partir très vite et personne ne voulait de sa place, de son poste. Après un peu de réflexion, je me suis dit qu'il fallait le faire et 19 ans après, j'y suis toujours, pas par obligation mais par goût, par appétence. Mon entrée dans l'OGEC n'était pas forcément voulue, mais je crois qu'on est beaucoup dans cette situation. On se trouve à rentrer plus ou moins par accident. Moi, je me suis trouvé à rentrer parce qu'il y avait besoin d'un trésorier dans l'OGEC. Et de trésorier, je me suis retrouvé président. On se prend au jeu parce que voilà, c'est tout à fait intéressant de rencontrer plein de gens. On devient souvent membre OGEC parce qu'on a des enfants dans l'école. Mais je ne crois pas qu'il faille lier les deux et je serais même d'avis de les délier le plus vite possible. On est beaucoup plus objectif dans l'examen des problèmes. Pourquoi y rester? Pour les enfants, pour les familles et pour qu'ils aient tous les moyens nécessaires, tout le matériel nécessaire pour pouvoir évoluer, apprendre et grandir dans ce grand monde de l'enseignement. Moi je dis merci aux bénévoles. Moi je leur dirais de continuer parce qu'ils rendent heureux beaucoup de personnes. Moi aussi je leur dirais de continuer parce que sans eux notre école ça se trouve il y aurait beaucoup de choses cassées, abîmées et tout. Il faudrait les encourager, donc leur donner des vêtements, des outils, des gâteaux. Des gâteaux. Bon, il paraît que... On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors des gâteaux, Sylvie Picard. Yves, avant que vous n'entriez dans cet auto-diagnostic, en fait, vous avez l'habitude d'avoir des membres d'associations, des salariés d'entreprise. Qu'est-ce qui vous étonne, qu'est-ce qui vous a surpris en regardant ces témoignages ? C'est principalement l'engagement dont on va parler précisément. On pourrait même dire l'engagement au carré, l'engagement au cube des personnes qui sont présentes. Parce que le bénévolat, c'est donner de son temps, donner de son énergie, donner de ses compétences, comme l'a dit un monsieur. Et donc, c'est ça qui est le plus frappant, c'est cet engagement dont je vais parler maintenant. Et cette force de l'optimisme. Et cette force de l'optimisme. Parce que comme vous avez pu le constater, ils sont là depuis de longues années, ils sont toujours là. Voilà, et donc, ils ont besoin de quelques piqûres d'adrénaline et d'optimisme, sans doute. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient besoin, mais on va leur offrir en cadeau. Alors oui, on va parler d'optimisme, on va parler d'engagement, comment s'engager du côté positif, donc l'optimisme de l'engagement et l'engagement optimiste. Voilà les deux approches, les deux éclairages que je vous propose maintenant. Nous sommes ensemble pour à peu près 45 minutes. Et je m'appelle Yves de Montbron, je suis chargé de cours dans une grande école. Je suis également secrétaire d'une association qui s'appelle la Ligue des optimistes de France. Je vous en parlerai très rapidement dans quelques instants. Alors on pourrait dire que pour débuter, que le préalable, le carburant, le moteur nécessaire à tout projet, tout changement, tout apprentissage, c'est l'attitude mentale, c'est la façon dont vous vous projetez dans ce projet, ce changement, cet apprentissage. Quand on y croit, quand on est enthousiaste, quand on est positif, on met de son côté le maximum de chances de réussir. Et bien évidemment, en chacun d'entre nous, dès la naissance, sont implantées ces deux fonctions que sont l'optimisme et le pessimisme. Et c'est à nous, dans notre vie, de choisir vers lequel des deux nous décidons d'agir. On pourrait dire que la définition que je pourrais vous proposer pour débuter, ce serait la définition de Christophe André, ce grand psychiatre qui dit l'optimisme, vous voyez, il y a deux dimensions dans cette définition. L'optimisme, c'est à la fois une confiance a priori envers l'existence, envers la vie, envers l'avenir, envers les autres, envers soi-même, associée à la conviction qu'en cas de menace ou de difficulté,
on saura réagir. On a les ressources mentales, psychologiques, économiques, financières, relationnelles qui nous permettront de faire face à cet événement imprévu. Et d'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous avons tous évidemment surmonté des épreuves dans notre vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou associatives. Et au fond, ça vient valider l'idée de Christophe André que nous avons des ressources et que donc il y a une dimension de confiance en soi derrière cette définition. Donc, en simplifiant un petit peu, on pourrait dire que l'optimisme, c'est avant tout une attitude mentale positive, une disposition heureuse envers la vie et envers les autres, et le pessimisme serait l'inverse. Mais avant de rentrer trop dans les détails, comme vous l'avez dit, je voudrais vous proposer dès le début de peut-être vous interroger sur votre propre posture, et il existe donc un autodiagnostic qui a été élaboré par deux psychiatres américains, Carver et Scheyer, que vous avez dans votre petit tote bag, comme on dit maintenant. Et je vous propose de prendre les 2 minutes qui vont vous permettre de compléter cet autodiagnostic. Alors allez-y, sortez-le. Les crayons, les papiers. Les crayons, les papiers. Ah oui, c'est comme à l'école, hein, on est... J'espère que vous allez être cool sur la notation. Je suis très cool sur la notation, d'autant plus que la notation, c'est vous qui allez la faire. Allez-y. Voilà, et tout le monde joue le jeu. Hein, tout le monde joue le jeu. Vous avez 10 phrases, 10 affirmations. Pour chacune de ces affirmations, vous avez 5 positions possibles, entre je suis d'accord, je fonctionne comme ça, je me reconnais là-dedans, ou à l'autre extrémité, en rouge, c'est pas moi du tout, je suis totalement en désaccord avec cette façon de fonctionner. J'en profite pour vous dire que la colonne centrale, la colonne jaune, évidemment, est un peu tiède. Essayez d'éviter la colonne jaune dans la mesure du possible. Et je vous dis aussi que cet autodiagnostic restera personnel et confidentiel. Je ne vous demanderai pas de partager vos résultats. Vous pourrez le faire si vous le voulez à la pause, mais en tout cas, dans cette salle, je vous obligerai à rien du tout. Allez-y, complétez-le. Ça va très vite. Il y a 10 affirmations, il y a 10 cases à cocher. Ça va très vite. Je vois que certaines personnes ne l'ont pas. Vous pourrez le faire au moment de la pause. Il n'est pas trop tard. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ne cherchez pas à biaiser le questionnaire. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est juste un outil qui est utilisé en psychologie. Ce n'est pas un test BIBA. C'est vraiment un test qui est utilisé en psychologie, en psychiatrie, pour mesurer justement le niveau d'optimisme d'un individu. Ça y est ? Ça y est ? Ok, alors on continue. Un des préalables que je voulais aborder avant de rentrer dans le détail, c'est que moi, comme vous le disiez, j'interviens beaucoup dans les entreprises, dans les associations, dans les clubs de dirigeants, et c'est toujours difficile de venir parler d'optimisme, en tout cas en France, face à une assemblée de gens comme vous, des gens cultivés, des gens éduqués, des gens qui se tiennent un petit peu au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Et parfois, on se sent comme le petit bonhomme jaune au milieu de toute cette assemblée de bleus, parce que finalement, tous les jours, à la radio, à la télévision, dans la presse, dans les médias, on est assailli par les mauvaises nouvelles, les prévisions déprimantes, les polémiques épuisantes. Nous sommes surinformés du mal, du malheur, de la misère, des catastrophes. Pendant 2 ans, ça a été la crise du Covid, les polémiques sur les masques, sur les hospitalisations, sur les vaccins. Depuis maintenant plus d'1 an, c'est la guerre en Ukraine. Avec tout ce qui s'ensuit, vous l'avez dit tout à l'heure, le dérèglement climatique, la sécheresse, la hausse des prix, l'inflation, le prix du gaz et de l'électricité, les pénuries de carburant, et puis c'est l'affaire Poivre d'Arvor, l'affaire Adrien Quatennens, l'affaire Pierre Palmade, ça n'arrête jamais, sans compter alors ce qu'on appelle maintenant les attentats, les grèves, les féminicides. Voilà, on est tous les jours assaillis par ces mauvaises nouvelles. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous commencez votre journée comme ici, avec la radio ou parfois la télévision, vous allez vous perfuser très rapidement de l'information toxique dans le cerveau. Et il faut faire très très attention parce que cette façon de voir le monde est extrêmement désespérante, inhibitrice de l'action, parce qu'elle finit par nous conduire à penser que tout va mal, tout est foutu, il n'y a rien à faire, j'abandonne, je laisse tomber. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les journalistes se complaisent dans le catastrophisme. C'est, on pourrait dire, leur métier, leur marque de fabrique. Alors pas tous, évidemment. Voilà, Nathalie est là. Bon. Il y a une exception. Voilà, il y a une exception. Mais en tout cas, comprenez bien que les médias mainstream, en tout cas les grandes chaînes de télévision, les grandes chaînes d'information,
Il fonctionne sur ce principe que les Américains ont appelé le fear porn, la pornographie de la peur, et on s'est rendu compte, je vous en reparlerai un peu plus loin, que ce qui retient l'attention du public, c'est les clashs, les disputes, les polémiques, le drame, la peur, etc. Et il se trouve que ça tombe très bien, puisque justement la page de pub arrive. Et comme le disait Patrick Lelay un jour de lucidité, notre métier chez TF1 consiste à vendre de l'espace de cerveau disponible à Coca-Cola, à Peugeot, à Carrefour, etc. Et donc, vous voyez, on a une espèce de prégnance comme ça de ce qui ne va pas dans les médias. C'est un peu comme si on vous faisait visiter Saint-Malo en vous montrant les urgences, la prison et le cimetière, en vous disant, voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur Saint-Malo. Vous voyez, on oublierait de vous montrer tout le reste. Oui, n'oubliez pas quand même 99% ou 98%, ou même beaucoup plus que ça, des avions arrivent et repartent voilà, avec tous leurs passagers à bord. Donc, voilà, c'est juste une petite précision pour débuter. Moi, je suis venu vous parler d'optimisme, d'attitude mentale positive, du soleil, du côté lumineux de la force. Et je voudrais vous présenter très rapidement la Ligue des optimistes de France, qui est une association qui a été créée en 2010 à la suite de la création de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique par un avocat, maître Luc Simonet en Belgique. Et on a rassemblé, si vous voulez, au démarrage, un conseil d'administration composé de Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Mathieu Ricard, Éric-Emmanuel Schmitt et quelques autres pointures intellectuelles qui nous ont permis comme ça d'avoir une existence dans les médias. Et le cofondateur de la Ligue des optimistes de France, Philippe Gabillet, est un de mes collègues de la Ligue de l'ESCP. Et donc voilà, moi pendant 10 ans, j'étais secrétaire de cette association et je publiais l'incarnation de la Ligue, c'est ce site internet qui est un blog sur lequel toutes les semaines on publie un billet positif. Vous voyez, il y en a plus de 500 aujourd'hui, puisque j'ai commencé en 2010, et ce qu'on appelle la lettre optimiste. Voilà, tous les lundis matins, on publie cette lettre optimiste sur le site et vous pouvez recevoir, vous voyez, vous mettez votre email en haut à droite et vous pouvez recevoir comme ça gratuitement dans votre boîte mail une sorte de pastille de vitamine pour le moral le lundi dans la matinée et que vous pouvez partager avec vos amis, vos collègues, vos enfants et pour débuter la semaine quand même du bon côté, parce que souvent les gens vous disent « Salut, comment ça va ?» Comme un lundi. Bon, bah, déjà le lundi est plombé, donc moi je vous propose de commencer la semaine, ouais, comme un lundi. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Et donc, et puis on a une 50aine de délégués un peu partout en France qui organisent des after-work, des mini-conférences, des réunions entre optimistes, mais on invite aussi les pessimistes qui veulent se soigner. Alors, pour vous faire comprendre, pour vous faire partager en quelque sorte ce qu'est une attitude positive, je voudrais vous montrer un exemple. Vous connaissez peut-être cette photo. Est-ce que vous connaissez cette photo ? Oui. Oui ? Singing in the rain, absolument. Cette circonstance, si j'ose dire. Cette circonstance, effectivement, vous avez vu le temps qu'il fait dehors, on est mieux dedans. Et donc, cette photo qui a été choisie par l'éditeur Saint-Simon pour illustrer la couverture des livres de Philippe Gabillet, comme dit Philippe, cette photo pose la vraie question de l'optimisme. Et la vraie question de l'optimisme, on pourrait la formuler de cette façon. Qu'est-ce qui peut pousser un individu, sain d'esprit, sobre, à danser et à chanter sous la pluie? En plus, il tient un parapluie fermé à la main, vous voyez, le comble de la perversité. Pourquoi est-ce qu'il danse et qu'il chante sous la pluie ? Parce qu'il est heureux. Et il est heureux parce qu'il est amoureux. Et oui, c'est ça. Il ressent une émotion intense. Il a besoin d'exprimer cette émotion. Il a besoin de danser, de chanter. Quand vous êtes amoureux, j'espère que vous l'êtes tous, quand vous êtes amoureux, vous ressentez cette énergie potentielle que vous avez besoin d'exprimer, qui a besoin de sortir. Vous voyez, on ne peut pas être amoureux et puis rester complètement terne et enfermé. Et en fait, ce qui est très important à comprendre, c'est que dans cette histoire, la pluie n'a aucune importance. La pluie ne le dérange pas du tout, vous voyez, pour lui c'est un non-événement. Pourquoi ? Parce que nous, les êtres humains, les homo sapiens sapiens, ce n'est pas tellement ce qui nous arrive qui compte, c'est la façon dont nous le percevons, comment nous vivons l'événement.
Parce que nous sommes des êtres profondément, des êtres de signification, des êtres de sens. On a besoin de donner du sens à ce qui nous arrive. On a besoin de donner une interprétation à ce qui nous arrive. D'ailleurs, les gens vous le disent, vous savez, moi j'ai besoin de donner un sens à mon travail, j'ai besoin de donner un sens à mon bénévolat, j'ai besoin de donner un sens parfois à ma vie, à mes vacances. Vous voyez, on a besoin de donner du sens. Et cette question du sens, elle est fondamentale chez chacun d'entre nous. Et nous avons une espèce de machine mentale qui fabrique des significations par rapport aux événements. Quand on est amoureux, la pluie n'a pas d'importance, c'est le fait d'être amoureux qui compte. Vous voyez, profondément, nous sommes des êtres de sens et de signification. Il y a des fois, cette machine à fabriquer des significations crée des significations positives, enthousiasmantes, mobilisatrices, qui nous amènent à nous engager, comme vous êtes vous-même engagé. Et parfois, l'interprétation des événements va nous pousser à baisser les bras, considérer que ça ne va pas, qu'on va dans le mur, que tout est foutu. Et du coup, ça nous inhibe dans l'action. Et vous voyez, la façon dont on interprète les événements eh bien, va nous mettre ou pas en situation de pouvoir y faire face. Et je voudrais vous montrer un exemple un peu rigolo, hein, un exemple un peu tiré par les cheveux. Mais voilà, ça va vous parler. Quand le papa fait sauter son enfant dans les bras, comme là, interprétation assez banale, vous voyez, le papa, il fait sauter son enfant dans les bras. Bon, l'enfant, lui, il ne voit pas la situation du tout pareil. Il a beau aimer beaucoup son papa, évidemment, il a un petit peu peur. Hein. Mais alors, la maman... Et ouais, la maman, elle, c'est pas du tout le même tabac, vous voyez. Elle est paniquée, elle a peur, et en plus de ça, si vous voulez, ça passe pas par le néocortex, ça passe pas par la réflexion, c'est quelque chose qui la brutalise instantanément, elle est paniquée, elle est terrorisée. Et donc, vous voyez, l'interprétation que nous donnons des événements, le sens que nous donnons à ce qui nous arrive, va avoir une influence sur nos réactions. Et non seulement sur notre réaction immédiate, mais peut-être que la maman va avoir un coup de canif dans la relation à son conjoint. Je te l'avais dit, j'en ai marre, tu m'écoutes jamais, c'est toujours pareil avec toi, etc. Et vous voyez, la façon dont on interprète les événements va avoir un impact sur notre façon de vivre et de réagir par rapport à l'événement. Et au fond, life is all about how we see things. À Saint-Malo, on parle anglais, n'est-ce pas? Et bon, la vie dépend de comment nous voyons les choses, n'est-ce pas? Si je vous demandais cette photo-là, c'est une photo de face ou de profil? Les deux, oui, d'accord. Mais alors, mon téléphone, votre téléphone, il ne fait pas des photos comme ça, hein? Pas encore. Pas encore, c'est une photo chopée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez le haut du visage, vous voyez, l'œil et l'oreille, vous vous dites, ça, c'est une photo de face. Et d'ailleurs, votre cerveau, très bien fait, reconstitue l'ensemble du visage. Mais si vous regardez le bas, le nez et la bouche, vous vous dites, c'est une photo de profil, et là aussi votre cerveau reconstitue le visage. Et donc il y a les deux. Voilà, dans la vie, vous avez une face et un profil. Dans la vie, vous avez le yin et le yang, les montées et les descentes, le débit et le crédit, la médaille et son revers. Il y a toujours deux dimensions, le noir et le blanc, le débit et le crédit, ce qui va bien et ce qui va mal, les qualités et les défauts. Vous voyez, on pourrait faire une litanie comme ça pendant toute la journée de choses qui s'opposent dans la vie. Et dans la vie, il y a toujours ces deux dimensions qui s'opposent, ou en tout cas qui se complètent. C'est vendu ensemble. Et tout dans la vie peut être interprété de deux façons, de deux facettes. Et parfois, d'ailleurs, c'est très curieux. Parfois, au milieu du négatif se cache un petit événement positif, et parfois, au milieu du positif se cache un petit événement négatif. Vous connaissez les formules, hein, c'était un mal pour un bien, ou à quelque chose malheur est bon. Vous voyez, dans cette épreuve, finalement, ça m'a appris quelque chose, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça m'a permis de m'intéresser à un nouveau sujet, à l'OGEC, de m'investir. Vous voyez, des gens qui sortent d'une déprime, des gens qui sortent d'un licenciement, les gens qui sortent d'un divorce, quelque temps après, ils sont capables d'en tirer du bénéfice. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est justement comment nous regardons, comment nous interprétons la réalité. L'optimisme comme le pessimisme sont des filtres qui interprètent la réalité, et notre façon de regarder la réalité est tout à fait fondamentale. Vous avez déjà expérimenté ça. Quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Ça vous est déjà arrivé, vous commencez votre journée, vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes parti du pied gauche, vous êtes en retard, tous les feux sont rouges, enfin c'est incroyable. Non? Non, mais ils sont ligués, c'est vrai, de bien temps sûr, en temps. l'univers s'est ligué contre moi. Hein? Et puis par contre, quand on pense positivement, quand on est créatif, quand on est enthousiaste, quand on est optimiste, quand on est engagé, on trouve des solutions à tout.
Et c'est vrai, voilà, il y a une espèce comme ça de corrélation entre notre attitude mentale et les événements, ou peut-être aussi entre les événements et notre attitude mentale. Ça vous arrive d'avoir des journées où les choses s'enchaînent favorablement, où tous les événements se résolvent comme par miracle, et puis il y a d'autres jours où voilà, les obstacles s'additionnent les uns derrière les autres. C'était... comment il s'appelait? Je ne sais plus. Degnaud, Jean-François Degnaud, qui disait « Au début, les ennuis s'additionnent et après, ils se multiplient. » Voilà, ça va très vite. Bon, et donc, au fond, finalement, bon, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes, pardon. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Ce que nous percevons de la réalité extérieure est une projection de notre réalité intérieure. Nous vivons selon nos croyances, selon nos conditionnements, selon notre éducation. Et bien évidemment, si on ressasse des idées noires, la peur, la jalousie, la rancœur, on va trouver que la vie est quand même dure, difficile, triste, pénible. Mais si, au contraire, on cultive la joie de vivre, les idées positives, la gratitude, l'optimisme, alors la vie nous sourit et tout devient possible. Vous voyez, c'est un peu caricatural, évidemment, j'ai que 45 minutes, mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que voilà, la différence entre les deux, c'est quoi? La différence entre les deux, c'est un choix. Parce que là aussi, Homo sapiens sapiens a une particularité, c'est qu'il a quand même la capacité de changer son état intérieur. On a toujours le choix de notre attitude mentale. Bien sûr qu'il y a des choses qui parfois nous énervent. Quand on est coincé dans un embouteillage, on est énervé, on a envie de klaxonner. Mais on peut aussi penser au-delà de ça et se dire, bon, ben, je suis coincé dans un embouteillage, j'y peux rien, il y a une tempête, j'y peux rien, mon train est annulé, j'y peux rien. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, je vais faire autre chose, je vais essayer de passer du temps agréablement, je vais respirer, je vais chanter, je vais méditer. Je vais prendre une voiture voilà. plutôt que le train. Et donc, vous voyez, on n'est pas toujours conscient comme ça, surtout quand on est un peu énervé, quand on est un peu à la bourre, mais on a toujours le choix de son attitude mentale. Il faut prendre un peu de recul, un peu de distance, se mettre en position méta, comme on dit, mais au fond, comme le dit Joseph O'Connor, on a toujours le choix, on est même la somme de ses choix. Aujourd'hui, vous êtes la résultante des choix que vous avez faits dans le passé. Vous êtes à l'OGEC, vous êtes bénévole, vous êtes engagé, vous participez à cet événement d'aujourd'hui. Vous êtes le fruit des choix que vous avez faits dans votre passé. Et donc, on a toujours comme ça la possibilité de changer son mindset, sa posture mentale. Et pour vous illustrer cette idée qu'il y a toujours deux interprétations de la réalité, je voudrais vous montrer quelques images. Vous voyez, par exemple, les roses. Jean d'Ormesson, il disait « merci pour les roses et merci pour les épines ». Voilà, quand vous offrez un bouquet de roses à votre conjoint, il y a aussi des épines, mais ce n'était pas ça votre intention. Vous voyez, dans la vie, il y a la pluie et le beau temps. Et quelquefois, même la pluie peut être considérée comme quelque chose de bénéfique. Quand vous aimez les fleurs, quand vous aimez le jardinage, quand vous aimez les grenouilles, quand vous aimez les escargots, eh ben, c'est quand même assez génial qu'il pleuve. Et c'est vrai que là, depuis quelque temps, on nous parle du déficit hydrique de la France, donc c'est quand même assez génial qu'il pleuve. Donc vous voyez, les deux événements sont perçus par les deux personnes de façon totalement différente, et bien évidemment, ça ne met pas du tout la même énergie en mouvement chez chacun d'entre eux. Et là, regardez ce paroxysme en quelque sorte, unité de lieu, unité d'espace, unité de temps, ils sont tous les deux au même endroit. Il y en a un des deux qui focalise sur le concept d'enfermement, sur le côté sombre, sur le court terme, et l'autre qui va au contraire regarder le plus loin, à long terme, les couleurs et le concept de liberté. Et ils sont pourtant tous les deux exactement au même endroit, au même moment. Et donc, imaginer. Et imaginer. Et imaginer. La force créative. Voilà, on est dans cette espèce de posture de l'optimisme, de posture positive par rapport au futur. Alors, tout ça a été magnifiquement formulé dans une formule concise par Winston Churchill qui disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Vous voyez, la situation est exactement la même. C'est le regard de l'acteur qui change, le regard, l'interprétation de la situation qui change tout. Et Dieu sait s'il a été confronté à des difficultés, et donc il y a trouvé là des opportunités. Rappelez-vous l'appel du 18 juin, là aussi, tout le monde disait la France est foutue, le gouvernement est réfugié à Bordeaux, et puis il y a un petit général tout seul dans son costume qui dit non, on n'a pas perdu la guerre, on a perdu une bataille. Vous voyez, une espèce de posture mentale incroyablement positive. Tout le monde disait ce garçon est fou, il finira pas la guerre. Bon, il a quand même fait président de la République. Alors il y a un autre aspect que je voudrais aborder avec vous, qui est la question de
comment est perçu l'optimisme, particulièrement en France. C'est-à-dire que quand on dit de quelqu'un qu'il est optimiste, en France, ce n'est pas toujours un compliment. Vous voyez, ça peut être perçu un peu comme une sorte de mépris ironique, parce qu'on reproche aux optimistes un certain nombre de choses que je vous propose de passer en revue. D'abord, d'avoir une attitude de contentement systématique, comme un peu le ravi de la crèche. Ravi de la crèche, ouais, c'est ça. On associe l'optimisme à une sorte d'imbécilité naïve et le pessimisme à une sorte de lucidité intelligente. Il faut dire qu'on a eu des prédécesseurs qui nous ont un peu mis aussi dans la mouise, parce que voilà, c'est clair que notre ami, en tout cas la façon dont il a été interprété en France, il est quand même aux États-Unis le père de la psychologie positive, mais en France, voilà, la pensée magique, prendre ses désirs pour des réalités, l'autosuggestion un peu bébête et un peu naïve, ça n'a pas vraiment servi mille coups. Et puis tout ça, ça nous a conduit à considérer que, voilà, quand on dit de quelqu'un qu'il est optimiste, tout de suite, quelle est l'image qui vient à notre cerveau? Voilà, c'est ça, c'est le côté bisounours, sous-entendu l'imbécile heureux. Et du coup, est-ce qu'on est fier d'être optimiste? Est-ce qu'on a envie de partager cette posture mentale? Vous voyez, c'est pas sûr, ça se discute. D'autant plus que voilà, les optimistes ont subi beaucoup quand même de caricatures. On leur reproche de se voir un petit peu plus beaux qu'ils ne sont. Et puis parfois aussi, il y a des gens qui disent « Oui, mais si je le sens, ça va le faire ». J'y crois, ouais, il y croit. You can do it, ouais, c'est sûr. L'autre jour, j'étais à Leroy Merlin, qu'est-ce que je vois pas? Et là, en me baladant sur un chantier, lui, c'est pareil. Il va lui falloir, 3 ans pour... si le pneu n'est pas crevé, bien sûr. Et alors, le week-end, ils vont faire des randonnées en Normandie, vous voyez, sur les falaises. Très, très sympa, les randonnées en Normandie. Très agréable. Et puis alors le week-end, on fait un barbecue à la piscine, super sympa, le barbecue avec les copains, on invite tout le monde et on passe un bon moment tous ensemble. Vous voyez, le problème, c'est ça, on dit que les optimistes, c'est quelqu'un qui a des lunettes roses sur le nez, qui s'entête à dire que tout va bien alors que tout va mal, qui refuse de voir que le monde va de travers, prendre ses désirs pour des réalités. Eh bien non, vous voyez, l'optimisme, c'est pas ça. L'optimisme ne se réduit pas à cette caricature absurde. Non, ça n'est pas la pensée magique. Non, ça n'est pas une posture incantatoire et débile. Et d'ailleurs, comme le dit Éric Emmanuel Schmitt, qui combat cette idée de l'optimisme imbécile, il dit « Quel dommage que l'optimisme, le véritable optimisme, l'optimisme dont je vais vous parler maintenant, l'optimisme moderne, l'optimisme contemporain, quel dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. » Parce que finalement, quand on caricature, quand on dénigre une faculté aussi merveilleuse que l'optimisme, eh bien, on s'en moque, on ne s'en sert pas, on le laisse dans un tiroir, on le met sous le boisseau, comme dit l'Évangile, et on ne s'en sert pas. Or, moi, je considère que dans un monde habité par une sorte de morosité généralisée, un optimisme moderne, c'est un avantage concurrentiel majeur. Dans un monde où tout le monde a tendance à baisser les bras, celui qui décide de retrousser ses manches constitue véritablement un avantage concurrentiel majeur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un optimisme moderne? Eh bien, je voudrais vous parler précisément de ce que c'est que l'optimisme contemporain à la lumière des travaux de la psychologie positive et des neurosciences. Alors, il faut porter un regard un peu neuf, un peu différent. On va sortir, vous voyez, des idées reçues de la pensée magique et de la méthode Coué pour voir l'optimisme de façon un petit peu moins caricaturale. Et pour ça, je voudrais vous le montrer de façon plus symbolique. Vous voyez, cette image est symbolique, au fond, de l'optimisme. Cette image, c'est quoi? Cette image, c'est la vie qui trouve son chemin malgré un environnement difficile, malgré un environnement hostile. Vous voyez, on n'est pas dans un jardin potager, on n'est pas dans un jardin public. Et pourtant, la vie trouve son chemin. La nature est optimiste. Le vivant est optimiste. L'évolution de la société depuis que l'homme est sur Terre a toujours été portée par des optimistes. Vous voyez, c'est se dire, mais pourquoi on ne ferait pas ça? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de réaliser tel projet? Et si on faisait comme ça? Et vous voyez, toutes les évolutions de la société ont été portées par des gens qui disaient, on va trouver des solutions nouvelles, on va faire quelque chose de nouveau, et des gens qui faisaient le choix de penser que les difficultés, les incertitudes, les problèmes pouvaient être surmontés. Vous voyez, semer au printemps pour récolter à l'automne, c'est quand même une preuve d'optimisme.
se lancer dans la construction d'une cathédrale, sachant qu'il faudra peut-être 100 ans pour la terminer, comme Notre-Dame de Paris, c'est quand même aussi une preuve d'optimisme. Partir comme ça, traverser l'Atlantique à la recherche des Indes, à la tête de 3 caravelles, c'est quand même aussi une preuve d'optimisme et d'optimisme engagé. Ce n'est pas juste de l'optimisme incantatoire, c'est de l'optimisme incarné dans une action. Et puis partir à la conquête de la Lune en 1962, avec le discours de John Kennedy, là aussi c'était un projet qui paraissait totalement utopique et qui a fini par se réaliser en juillet 69. Vous voyez, les utopies d'hier sont les évidences d'aujourd'hui. Sans utopistes, on ne prendrait pas le train, on ne prendrait pas l'avion, les femmes ne voteraient pas, on aurait toujours la peine de mort, on n'aurait jamais conquis la Lune, on n'aurait jamais lancé la micro-informatique, il y a des tas de gens qui n'auraient jamais créé leur entreprise. Donc cet optimisme d'action, cet optimisme engagé, c'est celui qui réalise des projets, qui développe des idées, des technologies nouvelles et qui fait avancer les sciences, les techniques, la civilisation et la culture. On est très loin de l'optimisme incantatoire, de la pensée magique et de la méthode Coué. Alors, comment on reconnaît un optimiste? Comment fonctionne quelqu'un qui décide de vivre en mode optimiste? Quels sont les 3 comportements fondamentaux du bénévole optimiste? Eh bien, il y en a 3, je les affiche là, et je voudrais vous les détailler un par un. Le premier, c'est « perçoit en priorité ce qui va bien ». Remarquez que j'ai souligné en priorité. Il n'y a pas écrit « il ne perçoit que ce qui va bien ». Il n'y a pas écrit « il perçoit ce qui va bien à l'exclusion de tout le reste ». Mais en priorité, je vous l'ai dit tout à l'heure, le yin et le yang, les montées, les descentes, le débit et le crédit, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de capitaliser d'abord sur ce qui va bien, sur nos ressources, sur nos talents, sur nos compétences, sur nos réalisations, plutôt que de commencer à regarder les erreurs, les manquements, les défauts et les retards? Bien sûr que si, c'est toujours plus intéressant de voir ce qui va bien. Le verre à moitié plein, surtout si c'est l'heure de l'apéritif. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aussi à moitié vide, il faut s'en occuper également. Mais je veux dire qu'il y a une espèce de prééminence, de priorité donnée à ce qui va bien, les qualités, les réussites et ce qui a déjà été réalisé. La vie n'est pas comme elle est, je vous l'ai déjà dit, elle est comme nous la voyons à travers nos filtres, à travers notre propre interprétation. Je ne dis pas que c'est naturel. Je ne dis pas que c'est spontané chez chacun d'entre nous. J'ai dit tout à l'heure comment fonctionne quelqu'un qui veut vivre en mode optimiste. Ça prend la forme d'une décision. On va parler tout à l'heure beaucoup de cette notion d'optimisme d'action et d'optimisme d'engagement. Alors cette idée de percevoir en priorité ce qui va bien, je la trouve magnifiquement illustrée avec cette image. Bien sûr, vous voyez, il aurait pu finir 2e ou peut-être même 1er, mais il est tellement content d'être 3e. Et parce que peut-être il aurait terminé 4e ou peut-être 5e ou peut-être dernier. Il est tellement heureux, voyez, d'être 3e que le 1er en est complètement dégoûté. Et au fond, nous sommes seuls responsables de l'état d'esprit dans lequel nous vivons à chaque instant. C'est nous qui décidons de voir le bon côté des choses ou le mauvais côté des choses. Encore une fois, sapiens sapiens, on a la possibilité de voir ce qui va bien ou pas. De changer notre posture mentale, de faire le déclic, voyez. Donc la première caractéristique, perçoit en priorité ce qui va bien. La deuxième, elle est très proche. C'est un peu la même chose, sauf que c'est dans le futur. Vous voyez, l'optimiste, il a ce qu'on appelle une expectation positive de l'avenir. Il s'attend de préférence au meilleur. Bien sûr, le pessimiste fait le pari que demain va être pire. Le pessimiste vous explique que demain, ça va mal tourner. D'ailleurs, tout explique depuis le début de notre histoire qu'on va dans le mur. Alors que l'optimiste fait le pari qu'on va trouver des solutions, on va s'en sortir. Vous voyez, début 2020, personne n'aurait mis un billet sur le fait qu'à la fin de l'année, on aurait déjà 2 vaccins. Et aujourd'hui, on en a une dizaine. Et on a pratiquement, je dirais, mis sous cloche cette épidémie. Vous voyez, on pourrait dire que, de ce point de vue-là, en tout cas, l'optimisme, c'est la version laïque de l'espérance. Vous voyez, cette vertu cardinale chrétienne. Et donc, vous voyez, cette capacité à se projeter dans le futur en se disant,
ça ira mieux, on va trouver des solutions. Bien sûr, on va remonter nos manches, on va se donner du mal, mais on va finir par trouver des solutions. On a toujours trouvé des solutions. On a toujours, vous voyez, on a surmonté les grandes épidémies du Moyen-Âge, on a surmonté les grandes famines, on a surmonté les guerres. Voilà, donc tôt ou tard, ça finira par arriver. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que ça va se faire sans effort, mais on va finir par y arriver. C'est une question très importante de se projeter positivement dans le futur. D'ailleurs, je peux vous faire une révélation aujourd'hui. Nous n'avons jamais été aussi près de la fin de la crise. C'est inattaquable. Et, ouais. Et puis la troisième caractéristique, sans quoi on serait dans l'optimisme incantatoire, sans quoi on serait dans la pensée magique, c'est l'optimiste s'engage par sa volonté et par ses actions. La troisième posture change tout. La posture de l'engagement, la posture de la volonté et de l'action qui va permettre de faire changer les choses. Vous connaissez cette formule, évidemment, « aide-toi et le ciel t'aidera ». Voilà, mets-toi en mouvement et tout d'un coup, il y a des gens qui vont venir t'aider, les circonstances vont devenir favorables, il va y avoir des opportunités qui vont s'ouvrir devant toi, etc. Donc, un bénévole optimiste, c'est quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui fait des choses, qui montre l'exemple, qui prend des décisions pour faire changer les choses autour de lui, même si ça ne marche pas à tous les coups. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, mais est-ce que c'est une raison pour ne rien faire? Est-ce que c'est une raison pour ne pas tenter des trucs? Vous connaissez peut-être la citation attribuée à Michel Audiard, il fait mettre dans la bouche de Lino Ventura, dans un film, « Un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis ». Vous vous souvenez de ça, hein? C'était dans Un taxi pour Tobruk, et c'est inattaquable. C'est inattaquable. Et donc moi je me dis, un optimiste qui prend des décisions obtiendra toujours plus de résultats que deux pessimistes en train de dire qu'il n'y a rien à faire. Vous voyez? Que c'est inutile, qu'on va dépenser notre énergie pour rien. Bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est l'engagement qui va faire la différence. Je voudrais vous montrer un exemple réel. Ce jeune homme, il s'appelle Younes. En mars 2018, ce jeune Algérien de 27 ans a décidé, vous voyez, de prendre une initiative locale, de s'engager pour nettoyer un terrain vague derrière chez lui. Et il a posté ces deux photos sur son réseau social, avant, après, et il a challengé, vous voyez, il a mis ici Trash Tag Challenge, et il a challengé en fait son réseau social pour faire un peu la même chose. Et son exemple a inspiré des milliers de repartages et d'initiatives locales. Il y a plein de gens qui se sont dit, tiens, moi je vais aussi prendre une initiative comme ça, je vais m'engager, je vais nettoyer une plage, nettoyer un abord de rivière, nettoyer un parc public. Et non seulement il y a eu plein d'initiatives individuelles à la suite de cet exemple montré par Younes, mais tout cela a conduit aussi à la création d'un grand mouvement international qui s'appelle le World Cleanup Day, la journée mondiale de nettoyage, qui se tient maintenant tous les ans, le deuxième week-end de septembre. Et donc, vous voyez, cette petite initiative, je ne dis pas que Younes est le seul responsable, vous voyez, de ce grand mouvement comme ça de prise de conscience citoyenne, mais voilà, il y a des initiatives qui partent de certains endroits, il y a des engagements locaux qui finissent par se réaliser, et ce qui est très incroyable, c'est que cet optimisme d'engagement va conduire à un résultat collectif absolument phénoménal. Vous voyez, en 2019, je crois que c'était en 2019, on a ici 265 000 personnes mobilisées, 840 tonnes de déchets ramassés. Vous voyez, 15 millions de mégots, enfin, c'est un résultat absolument fantastique. Donc, vous voyez, il n'y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards, maintenant 8 milliards à le faire. Et les initiatives individuelles que vous prenez, vous, les engagements que vous avez, vous, individuellement et localement, finalement, créent un résultat collectif absolument formidable. Et au fond, j'aime beaucoup cette citation qui dit « Autant l'optimisme béat, c'est-à-dire inactif, est une sottise, autant l'optimisme d'action, l'optimisme engagé, compagnon de l'effort, est légitime, parce qu'il permet de passer d'une logique d'attente incantatoire, improductive, à une logique d'engagement porteuse de sens et porteuse de résultats. » Et au fond, puisqu'on parle d'engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement? Si on transpose l'optimisme d'action que je viens de vous présenter en termes d'engagement, on pourrait dire que l'engagement marche sur deux pieds, vous voyez, qui l'équilibrent et qui alternent leurs pas pour avancer. Le premier pied, bien évidemment, c'est l'attitude positive, c'est l'optimisme, la confiance en soi, la vision que vous avez d'un avenir meilleur, d'améliorer les choses. Et puis le deuxième pied, précisément, c'est le passage à l'action, c'est les décisions, les actes, l'exemplarité. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez,
l'engagement se nourrit à la fois de projections mentales positives et d'actes concrets. Sinon, on n'est pas vraiment engagé. On peut être intéressé, on peut être curieux, on peut être concerné, mais on n'est pas vraiment engagé. C'est quoi être vraiment engagé? Alors là, je vous préviens, c'est le climax de la conférence, c'est la citation de Hervé Serriex qui dit, voilà, quand vous pensez à l'engagement, pensez aux œufs au bacon. Dans les œufs au bacon, la poule est concernée, bien sûr, parce qu'elle a donné ses œufs. Mais le cochon, lui, il est engagé, à fond, complètement. Hein? Dans les œufs au bacon, il y en a une qui donne un coup de main et l'autre qui se donne à fond dans le projet, quoi. Ça va? Vous l'avez? Alors, je voudrais aborder maintenant un autre sujet, et ça va nous ramener à notre petite autodiagnostic de tout à l'heure. Au fond, d'où ça vient? Finalement, comment se nourrit notre optimisme? En quoi est-ce que notre optimisme, vous voyez, c'est une qualité éminemment humaine. Vous voyez, les chiens ne sont pas optimistes, les perruches ne sont pas optimistes. C'est très précisément humain. Et d'où ça vient? Pendant très longtemps, les chercheurs, les médecins, les sociologues se sont, heurtés toujours sur la question de l'inné et de l'acquis. Et la réponse, évidemment, c'est qu'il y a un petit peu des deux. Mais on en sait beaucoup plus aujourd'hui grâce aux travaux d'un grand psychiatre américain, très grand psychiatre américain. Je vous invite à peut-être vous procurer ce livre, La force de l'optimisme. Martin Seligman, qui est toujours vivant, il a 85-86 ans, il a beaucoup travaillé à partir des années 90 sur la question de l'optimisme, du bonheur et du sens de la vie. Je n'ai pas le temps de détailler son pédigré et sa biographie, mais vraiment, c'est un homme qui a vraiment révolutionné la psychologie et la psychiatrie. Et grâce à lui, on a quelques clés. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va vivre, interagir avec les autres plutôt en mode optimiste ou plutôt en mode pessimiste? Eh bien, il a mis en œuvre, mis en lumière finalement que nous avons chez chacun d'entre nous, dans notre psyché, nous avons trois moteurs psychologiques qui sont à l'œuvre et qui s'additionnent pour créer chez chacun d'entre nous une posture optimiste. Le premier moteur, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Vous savez que nous avons tous plein de biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? C'est une façon biaisée d'interpréter la réalité. Il se trouve que nous avons un biais cognitif d'optimisme. Je vous parlerai tout à l'heure d'un autre biais cognitif moins sympa. Mais ce biais cognitif d'optimisme, il existe chez chacun d'entre nous et il fait que, a priori, vous avez plutôt confiance dans la vie, comme le disait Christophe André. Prenons un exemple tout simple. Vous prenez votre voiture pour aller travailler, vous ne pensez pas que vous allez vous tuer dans un accident. Oui, c'est assez bête. Il y a des études qui sont régulièrement faites. 80% des automobilistes se considèrent meilleurs conducteurs que la moyenne. 80%, la moyenne, vous voyez, il y a quand même un biais cognitif assez puissant. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que 100% des jeunes couples sont convaincus que les statistiques concernant le divorce ne les concernent pas. 100% des jeunes créateurs d'entreprises ne s'intéressent pas non plus aux statistiques concernant les défaillances d'entreprises. Donc vous voyez, ce biais cognitif inné fait qu'on se lance dans des projets, on accepte une promotion, on s'endette sur 30 ans pour payer sa maison, on déménage pour suivre son conjoint. Vous voyez, il y a comme ça une espèce de confiance a priori dans la vie. Mais on n'y peut rien, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès, c'est juste quelque chose qu'on constate chez l'être humain, il y a ce biais cognitif. On est plutôt, d'ailleurs c'est ça qui fait que l'être humain a conquis la planète, on veut toujours aller plus loin, on veut toujours trouver des nouvelles destinations, des nouvelles frontières. Le deuxième moteur finalement, c'est un trait de caractère qui lui n'est pas inné, il s'acquiert au fur et à mesure de notre enfance et de notre adolescence, selon les messages que nous envoient nos parents, nos figures d'autorité, la façon dont nous intégrons les expériences de vie que nous vivons, les croyances que nous nous forgeons, les interprétations que nous faisons de la vie. Et au bout d'un certain temps, à l'âge adulte, eh bien, on a une personnalité qui est plus ou moins positive, plus ou moins optimiste. Il y a des personnalités très puissamment optimistes. Je vous ai cité Jean d'Ormesson, on pourrait citer Jean-Paul Belmondo, on pourrait citer Barack Obama, on pourrait citer Nelson Mandela, on pourrait citer John Kennedy. Vous voyez, il y a des tas de gens dont la personnalité est profondément optimiste, joyeuse, confiante dans la vie, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que
Alors évidemment, pour nous, c'est stabilisé, mais par contre, la façon dont nous parlons à nos enfants, la culture, les croyances, les messages que nous envoyons à nos enfants contribuent à structurer évidemment leur posture optimiste de demain, d'adulte. Et donc, ce trait de caractère, un des 3 moteurs, celui du milieu, se mesure. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe un test, il existe un autodiagnostic qui permet de mesurer ce niveau de caractère. Alors, je vous l'ai fait faire au début de la conférence pour que vous ne soyez pas trop influencés par mes paroles, mais c'est le moment de ressortir votre autodiagnostic. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir calculer votre score personnel, individuel et confidentiel. C'est bon, vous avez votre feuille, vous avez votre crayon, vous êtes prêts? Alors, la première chose que vous allez faire, et je vous prie de m'en excuser, c'est qu'on va supprimer, on va rayer les affirmations 2, 5, 6 et 8. Ce sont des leurs. C'est pour ça que c'est des psychiatres qui ont mis ce test au point. Ce sont des leurs qui avaient juste comme objectif de vous faire penser à autre chose pendant quelques secondes. Donc, on les élimine. Il nous reste donc 6 affirmations. 6 affirmations. Pour les affirmations, les lignes 1, 4 et 10, vous allez remplacer la case que vous avez cochée par le chiffre suivant, A4, B3, C2, D1, E0. A, B, C, D, E, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, soit vous mettez le chiffre dans la case que vous avez cochée, soit vous le mettez en bout de ligne. Ça permettra tout à l'heure plus facilement d'additionner les résultats. Donc, A, B, C, D, E, 4, 3, 2, 1, 0 pour les lignes 1, 4 et 10. C'est bon? C'est niveau CM2, les amis. Hein? Bon. Et puis les taux, on est encore Non, mais vous savez, les chiffres, c'est quand même en bonne forme. Leur domaine. Hein, et ensuite, pour les affirmations 3, 7 et 9, je les affiche en bleu, on va faire l'inverse. A, B, C, D, E, 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous avez 6 chiffres sur votre feuille. Vous additionnez vos 6 chiffres. Le minimum qu'on puisse obtenir, c'est 6 fois 0 égale... Très peu optimiste, je peux vous le dire. Le maximum qu'on puisse obtenir, c'est 6 fois 4. Très optimiste, j'espère qu'il y en a beaucoup dans la salle. Très positif. Alors, on pourrait imaginer qu'entre 0 et 24, la moyenne se situerait à 12. Eh bien non. Depuis que ce test existe, depuis les années 90, les milliers et les milliers de gens qui ont fait ce test, en moyenne, le score moyen est de 15. Et donc, voilà, j'ai établi une jauge comme ça. Tout le monde a son résultat? OK. J'ai établi une jauge comme ça. Je vais dire qu'en dessous de 7, soit vous n'avez pas bien compris les questions, soit vous vivez un épisode dépressif assez grave. Il faut consulter au plus vite. Entre 7 et 14, eh ben, vous êtes un petit peu optimiste, mais en dessous de la moyenne. Hein, vous n'êtes pas le Jean d'Ormesson du groupe. Entre 15 et 20, bravo, votre optimisme est donc supérieur à la moyenne. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment on peut l'améliorer encore. Et enfin, entre 21 et 24, vous êtes un maître, donc là, c'est formidable. Vous inspirez de l'optimisme aux autres. Et puis, je vous ai dit, un biais cognitif inné, un trait de caractère acquis et une attitude mentale choisie. On a déjà parlé de cette histoire de l'optimisme de volonté, de l'optimisme d'action. Alain disait, le philosophe, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Il faut donc le mettre aux commandes. C'est nous qui décidons finalement de notre posture au quotidien. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette troisième attitude, ce troisième moteur, non seulement c'est le seul sur lequel nous ayons la possibilité d'agir, mais c'est celui qui représente la plus grande part de l'ensemble. Vous voyez, 60%. Et selon les auteurs, évidemment, tout ça, c'est des estimations. Les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. Mais voilà, 60%, c'est une moyenne communément admise. Et donc, vous voyez, il y a une dimension, une espèce de devoir, finalement, de cultiver son optimisme. Quelle pression! Oui. Enfin, en tout cas, si on n'est pas, vous voyez, si vous êtes plutôt en dessous de la moyenne, il y a un travail à faire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que notre cerveau, là encore une fois, l'être humain a une capacité incroyable, c'est la capacité d'apprendre, de se former. Il y a quelques mois, quelques semaines, j'ai vu sur un réseau social qu'un Italien de 99 ans
venait d'avoir son doctorat en philosophie. Vous voyez, à 99 ans, il a aussi passé un diplôme. Donc notre cerveau peut apprendre des nouvelles choses, peut créer des nouvelles autoroutes neuronales, peut développer une compétence. L'optimisme, dans ce sens-là, est considéré comme un soft skill. Et un des outils les plus simples et les plus puissants qu'on puisse utiliser, c'est tout simplement d'écrire. Il y a Florence Servan-Schreiber a écrit un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour, qui explique tout ça en détail. C'est une idée qui vient des États-Unis, de Tal Ben-Shahar. Et en fait, le fait d'écrire, alors plutôt avec un crayon sur un papier, sur un cahier, et de garder ces documents. Là, j'ai symbolisé des post-it, mais ça peut être un cahier dans lequel vous écrivez le matin. Qu'est-ce qui vous attire dans la journée qui démarre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes enthousiaste à l'idée de la journée qui démarre? Et le soir, quels sont les 3 kiffs, les 3 rayons de soleil qui ont illuminé votre journée? Et c'est très important de faire ça parce que vous allez garder ce document, vous allez garder ce cahier, et les jours où vous n'avez pas le moral, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, vous pourrez relire tout ce que vous avez écrit de votre propre main et qui prouvait que toutes les journées que vous avez vécues à ce moment-là étaient positives, avaient une bonne raison de se réjouir et d'être, je dirais, de voir le bon côté de la vie. Alors, arrivé à ce stade, si vous ne pensez pas que l'optimisme, si je n'ai pas réussi à vous convaincre en quelque sorte, que l'optimisme puisse mobiliser les énergies et favoriser l'engagement, non seulement le vôtre, mais également celui des gens qui sont autour de vous, on va être un peu binaire, hein, mais essayez donc avec le pessimisme. J'ai pas tellement d'autres alternatives à vous proposer, vous voyez. C'est toxique, c'est dangereux. Il y a des gens qui tombent amoureux de leur pessimisme, hein, des cyniques, des gens qui disent « mais non, tout va mal, on va dans le mur, c'est foutu », des gens qui prennent tout en dérision, qui dénigrent tout et qui finalement ne croient plus à rien. Ce sont des gens extrêmement destructeurs et très contagieux d'ailleurs. Le pessimisme est très très contagieux parce que c'est une posture de facilité, une posture très très facile à adopter. Comment fonctionne un pessimiste au jour le jour? C'est très simple, c'est le verso de l'optimiste. Il se focalise en priorité sur tout ce qui va mal, il le dit, il le répète, il le partage, il vous bourre le mou avec ça. Il anticipe et prédit systématiquement le pire, on va dans le mur, ça va mal tourner, ce projet je ne le sens pas, etc. Et surtout, il doute ouvertement du pouvoir de la volonté, de l'engagement et de l'action. Et ça, c'est extrêmement toxique. Quand on est éducateur, quand on est bénévole, c'est une attitude qui est extrêmement nocive, extrêmement toxique. Ce sentiment d'abandon, d'impuissance, c'est ce qu'il y a de plus dangereux et très facilement contagieux. Donc voilà, ça nous conduit à baisser les bras et à finalement tout laisser tomber. Alors je voudrais terminer. Ça va, on est à peu près dans les temps. Oui, j'ai un peu dépassé, mais bon, ça va. Voilà, on est sur la conclusion. Il y en a un peu plus, comme dit le boucher, je vous le mets quand même. Écoutez, c'est à eux qu'il faut demander. Alors, les 3 clés pour s'engager du côté positif, et ça sera donc la fin de mon intervention. Les 3 clés pour s'engager du côté positif, il y a 3 outils, 3 clés extrêmement simples que j'aimerais vous partager. La première, on va revoir des choses qu'on a déjà dites, mais on va les synthétiser. Accepter le négatif. Bien sûr, le monde est imparfait, le monde est plein de choses qui ne vont pas, mais voilà, il y a des choses qu'on va accepter parce qu'on n'y peut rien. Ouais, moi, j'y peux rien, la guerre en Ukraine, les tentatives des Chinois de déstabiliser Taïwan. Bon. Mais se concentrer sur le côté positif, voir en priorité ce qui va bien. Dans toute situation, je vous l'ai dit, il y a 2 interprétations possibles, le bien et le mal, le yin et le yang, le plein et le vide, la médaille et son revers. Et si dans votre vie, vous cherchez du négatif, des raisons de vous plaindre, des raisons de récriminer, des raisons d'être malheureux, vous en trouverez. Mais si vous cherchez du positif, des raisons d'être heureux, des raisons de célébrer et des raisons de partager des bonnes choses, vous en... Mais oui, bien sûr, il y en a plein, il y en a plein. Vous êtes là, vous êtes en forme, vous êtes vivant, vous êtes en bonne santé, vous avez une bagnole, vous avez un peu d'argent à la banque, vous avez des bons repas, vous participez à un séminaire formidable. Ça devrait être tout le temps comme ça. Ça devrait être tout le temps, vous voyez, la gratitude pour tout, quoi, le merci Seigneur, tout est bien. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est plutôt tout le temps comme ça, en train de voir ce qui ne va pas. Parce que finalement, nous sommes habités par un autre biais cognitif qu'on appelle le biais de négativité.
C'est ce biais de négativité qui nous attire sur les nouvelles qui ne vont pas, sur les clashs, sur les disputes, sur l'horreur, etc. Ce biais de négativité qui fait que ce qui nous saute aux yeux en premier, c'est les erreurs, c'est les manquements, c'est les retards, c'est la dictée de votre enfant avec souligné en rouge tout ce qui ne va pas. Mais on ne félicite pas notre enfant pour les bonnes notes et pour ces résultats possibles. Sachez simplement que des études ont montré que nous avons tendance plutôt à voir le négatif en priorité. Et comme le dit Rick Hanson, avec cette image très facile à retenir, notre cerveau fonctionne comme du velcro pour le négatif. Une critique, on la garde, on l'ancre. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et une félicitation, un encouragement, on a tendance un peu à l'oublier. Et ça fonctionne un peu comme du téflon pour le positif. Donc, il faut aller à l'encontre de ce biais de négativité. Et j'aimerais vous proposer un outil, une espèce d'outil mental que j'ai appelé l'alternative positivante pour aller à l'encontre de ce biais de négativité, ce qui nous fait voir les choses en noir, ce qui nous fait voir en priorité les retards, les manquements, les erreurs, tout ce qui ne va pas. Et au fond, dans toute situation, je vous l'ai dit, il y a du positif et du négatif, mais comment faire pour aller au-delà de ce regard négatif qui nous saute aux yeux? Eh bien, c'est l'alternative positivante, c'est faire l'effort psychologique de chercher, dans toute situation, chez chaque personne, chez les gens que nous rencontrons, quelle est la dimension positive, sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour avancer. Vous voyez, l'alternative positivante, elle est où dans ce dessin? Qu'est-ce qui est imprimé en noir sur blanc? C'est un arbre. Mais si vous regardez bien l'alternative positivante, si vous faites la bascule mentale, vous voyez quoi? Et oui, vous voyez deux visages. Ici, c'est pareil, on peut voir un guéridon ou une balustre, mais il y a aussi les deux visages. Vous voyez, l'alternative positivante, c'est comment est-ce que je peux interpréter cette situation différemment? Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Mais bien sûr, il y a un lapin, mais il y a aussi un canard. Un canard, voilà. Si vous regardez à droite ou si vous regardez à gauche, votre interprétation de la réalité est totalement différente. Et ici, alors attention, là c'est niveau high level. Un aigle, un loup, un cheval. Vous voyez bien qu'on peut interpréter la situation de façon différente. Et ça, c'est magnifiquement formulé par Snoopy, vous voyez, un jour nous allons tous mourir, et l'autre qui lui dit oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Voir le côté positif, le côté lumineux, le côté merveilleux de la vie. Voilà. Première chose, voir en priorité ce qui va bien. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est spontané, mais c'est à faire. La deuxième clé, c'est faire le pari du possible, plutôt que de faire le pari de tout ce qui ne va pas, faire le pari du possible et évidemment concentrer son énergie sur ses marges de manœuvre. Sur quoi est-ce que je peux agir? Il se trouve que dans la vie, il y a des gens qui ont fait la liste de tous les domaines sur lesquels ils n'ont pas la possibilité d'agir et qui va leur polluer la tête, quoi, le matin, le midi, le soir, tout le temps. Vous voyez, et ils vous emmerdent avec ça. Ah ouais, mais si j'avais eu des parents ah ouais, mais si j'avais été comme toi, si j'avais eu une éducation. Mais non, arrêtez. Vous voyez, là, ces 4 personnages sont en train de se pourrir la vie. Ruminer, c'est comme prier pour quelque chose qu'on ne veut pas. Bon, donc arrêtez de ruminer. Faites une liste, une bonne fois pour toutes, de tous les domaines où vous avez strictement aucune influence. Ce que pensent les autres, ce qui se passe à la télé, la mort, la maladie, la connerie. Et puis concentrez-vous sur les zones où vous avez du pouvoir. Qu'est-ce qui m'intéresse? Mon attitude mentale, les chaînes de télé que je regarde, les formations dans lesquelles je décide de me concentrer, les efforts que je fais, les objectifs que je me fixe. Et vous voyez, c'est cette idée de se concentrer finalement sur les domaines du possible. Entre possible et impossible, il n'y a que 2 mots d'écart, mais il y a tout un état d'esprit de différence. Et enfin, la troisième clé, c'est activer sa créativité. Et oui, raisonner en mode solution. Quand on est confronté à un problème, il y aurait la solution parfaite et idéale. Mais ça n'existe pas. La solution parfaite et idéale, elle n'est que dans les livres. La solution parfaite et idéale au chômage, la solution parfaite et idéale à la fin dans le monde, solution parfaite et idéale au travail des enfants, ça n'existe pas. Il faut trouver des micro-solutions temporaires, bricolées, qui vont nous permettre de continuer à avancer. Le problème, là encore une fois, c'est que parfois, on a été formaté pour réfléchir en mode problème. Comment on en est arrivé là? C'est la faute à qui? Combien ça va nous coûter? Et plus notre système éducatif est fabriqué en mode problème, et plus, évidemment, on bug. On a du mal à, comme on dit, sortir du cadre, penser out of the box, etc. Et pourtant, lorsqu'un but est important pour nous, on trouve toujours le moyen de le réaliser. La preuve, regardez ici, ils n'avaient pas l'argent pour faire un pont, eh bien, ils ont jeté
un wagon de chemin de fer qui permet quand même de passer à pied sec. Ici, eh ben, ils n'ont pas d'argent pour se payer une barque, eh ben, ils fabriquent leur barque avec des bouteilles en plastique et ils peuvent pêcher et nourrir leur famille. Ici, ils n'ont pas de quoi construire des maisons pour les jeunes couples, eh bien, ils vont, là encore une fois, utiliser des bouteilles en plastique qu'on va jointoyer à la chaux pour accueillir les jeunes couples qui viennent de se marier. Et au fond, vous voyez, c'est cette idée que dans toute situation, on apprend par l'expérience. Comment est-ce qu'un enfant apprend à marcher? La caractéristique d'un enfant qui apprend à marcher, c'est qu'il tombe. Il tombe. Il tombe. Et il se... Toujours. Toujours. Il n'y a aucun enfant qui a dit « Papa, maman, c'est trop dur d'apprendre à marcher, je ferai autre chose dans la vie. » Non. Il se relève, voilà, il s'accroche à l'escalier, à la porte du four, à la... Oh non, pas la porte du four. Non, mais si, voilà. Moi, j'ai fait comme ça. J'étais une terreur. Et donc, vous voyez, c'est ça l'idée, au fond, que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et que quelque chose qui ne fonctionne pas, ça nous apprend quelque chose, ça nous permet d'être plus forts pour préparer l'expérience suivante. Et plus j'échoue, finalement, plus j'apprends. Donc voilà, les 3 clés que je voulais partager avec vous. Se focaliser en priorité sur les aspects positifs, les points forts des personnes, des équipes et des situations. Se concentrer sur nos marges de manœuvre et nos leviers d'action. Et inventer, activer, mettre en œuvre, s'engager pour des solutions créatives, originales, audacieuses, même imparfaites, mais qui vont nous permettre de continuer à avancer. Et pour terminer, je voudrais vous montrer cette citation que je trouve absolument géniale, très puissante. L'optimisme, c'est comme les essuie-glaces, ça n'empêche pas la pluie, mais ça permet de continuer à avancer malgré les difficultés, malgré les embûches, malgré les épreuves. Et après la pluie, le beau temps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Yves de Montbron. Merci beaucoup. Pour votre optimisme.